Alors salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. Il y a un de mes abonnés qui m'avait posé la question de savoir si il est possible pour les gens qui vivent à l'extérieur des États-Unis de pouvoir se lancer dans l'immobilier ici aux États-Unis. Donc c'est un sujet qui est très intéressant, c'est une question qui est vraiment très pertinente et je vais essayer un peu de répondre à cette question dans cette émission. Alors, salut tout le monde, bienvenue encore sur Son of Congo. Moi, mon nom c'est Asher Manono. Aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat, mais avant de commencer, comme toujours, je vais dire merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous ceux qui ont liké, partagé les vidéos et à tous ceux qui ont laissé les commentaires. Et en parlant de commentaires, aujourd'hui, je vais parler à deux abonnés. Je suis désolé, je n'ai pas eu l'occasion de faire la vidéo plus tôt. Mais je vais essayer quand même de répondre à ces deux commentaires. Il y avait le premier commentaire qui venait de Gladys Mavungu et elle voulait savoir un peu pour les entrepreneurs ou bien pour les Africains qui sont des international students, ça veut dire des étudiants, des étudiants internationaux ou bien international students. Bon, vous avez compris. Elle voulait savoir pour les international students comment ça se passait s'ils voulaient se lancer dans l'immobilier. Est-ce que quand ils vont dans les banques, tout ça, ils ont des taux qui sont différents? Et comment ça se passe un peu pour les Africains? Je vais un peu essayer de donner ma réponse à ça. Peut-être que je n'aurai pas toute la réponse, mais je vais un peu lui donner une idée de ce qui se passe. Et c'est la même chose aussi pour un autre abonné. C'est un peu une question aussi qui part un peu du même sens. Et lui, ce qu'il disait était que Maman Tété, j'avais fait une vidéo où je parlais de Maman Tété, la différence entre quelqu'un qui investit en Afrique et quelqu'un qui investit ici aux États-Unis. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, peut-être je vais mettre le lien quelque part ici. Allez suivre cette vidéo. Et lui, ce qu'il disait après avoir regardé la vidéo, ce qu'il disait est que est-ce que Maman Tété peut aussi investir aux États-Unis? Donc ça, c'est quelque chose ce sont deux questions qui sont vraiment très intéressantes, qui sont pertinentes. Et comme je disais, aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Et vous aussi, si vous avez des questions, laissez-moi dans les commentaires, tout ça, et je vais essayer de répondre. Si je n'ai pas la réponse, je vais essayer de faire quelques research, mais si j'ai la réponse, je vais essayer de répondre dans une vidéo. Donc, merci encore à tous ceux qui ont lancé les commentaires. Merci à Gladys, merci je crois que c'est à Forsalt, merci. Et ici, ce que je voulais dire était que la plupart des investisseurs, des grands investisseurs dans ce monde, ils nous disent toujours de diversify notre investissement. Mais comment se fait-il que les Africains sont toujours en train d'investir seulement dans un même endroit? Si vous regardez par exemple les expatriés qui vont en Afrique, ils font la même chose que toutes les autres personnes qui sont ici à la diaspora en font. Si vous d'abord vous posez la question de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous acheter une maison ici aux États-Unis. Ça, c'est la première chose que tout le monde va se poser. Parce que si vous êtes un Africain, ou bien vous habitez en Europe, la première chose que vous allez vous demander est que vous regardez une vidéo sur l'entrepreneuriat ou bien sur l'immobilier. La première chose que vous allez vous poser est que est-ce que je peux m'acheter, moi, une maison aux États-Unis? En fait, c'est ça la vraie question qu'on est en train de se poser. Parce que Maman Tété, elle habitait à Kinshasa et quand vous entendez la question de Gladys, elle est en train de parler des étudiants qui viennent de l'extérieur. Donc, en vérité, la grande question qu'on est en train de se poser est c'est comment qu'une personne qui habite à l'extérieur des États-Unis peut s'acheter une maison ici aux États-Unis? Et ici, maintenant, la réponse c'est oui. Tous ceux qui ont de l'argent, si vous avez de l'argent, vous avez du cash, vous pouvez vous acheter une maison aux États-Unis. La procédure peut-être est différente pour une personne ou une autre, parce que ici, la plupart des gens qui s'achètent des maisons, ils achètent des maisons à crédit. Les maisons ne sont pas achetées cash. Les maisons sont achetées, même les gens qui ont de l'argent, ils partent chez les banques pour prendre de l'argent, un prêt pour s'acheter ces maisons. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est un peu différent ici aux États-Unis comparé à, par exemple, l'Afrique, où les gens s'achètent les immobiliers en cash. Mais maintenant, si, disons que vous avez le cash et que vous n'avez pas besoin d'un prêt de la banque, là, maintenant, vous allez suivre une autre procédure. Et c'est là, maintenant, que les choses deviennent un peu compliquées parce qu'ici aux États-Unis, ils voudront savoir
où vous avez eu cet argent, comment vous avez fait pour avoir cet argent, et ils vont essayer de vous poser des questions. Donc c'est compliqué de point de vue que vous devez apprêter tous vos dossiers, tous vos papiers bancaires et tout, et vous devez expliquer un peu comment vous avez eu cet argent et tout. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas, mais si vous êtes déjà bien organisé comme ça, alors quelque chose comme ça sera quand même assez facile pour vous. Mais vous allez arriver maintenant au deuxième problème. Et le problème ici, c'est le problème que tout le monde aura quand tous les étrangers ont quand ils veulent acheter quelque chose aux États-Unis, ou bien un bien immobilier aux États-Unis. La première chose, c'est que pour que vous puissiez vous acheter quelque chose ici aux États-Unis, vous devez avoir un visa. C'est-à-dire que vous devez montrer au gouvernement ou bien aux autorités qui seront en train de travailler sur ce loan, parce qu'il y a aussi des loans du gouvernement, aux autorités qui travaillent sur ce loan et aux banques que vous serez ici aux États-Unis et que vous habitez ici aux États-Unis. Ça veut dire que vous devez montrer que vous avez soit un visa de travail, ou bien comme Gladys avait dit, vous avez un visa d'études ici aux États-Unis, ou bien que vous avez un autre visa. Mais vous devez montrer que vous pouvez être ici aux États-Unis. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est vraiment difficile pour la plupart des Africains. C'est difficile déjà pour eux d'avoir un visa aux États-Unis. Et quand vous mettez déjà une des recommandations que cette personne doit être aux États-Unis, ça casse déjà tout. Et la deuxième chose est maintenant que vous devez aussi avoir un Social Security. Ça veut dire que le Social Security ici, c'est un numéro qui permet d'identifier la personne. Aux États-Unis, on ne va pas vous permettre d'être un Africain ou bien d'être un étranger, de venir aux États-Unis acheter quelque chose ici aux États-Unis sans être en mesure d'être identifié. Et vos passeports de l'Afrique ou bien d'autres pays, c'est pas vraiment quelque chose qu'ils peuvent utiliser ici pour vous donner un prêt bancaire. Donc, vous aurez besoin d'un numéro de Social Security. Et la seule façon pour vous d'avoir un numéro de Social Security, c'est peut-être d'avoir un visa d'abord. Et après avoir un visa, vous devez maintenant appliquer pour avoir un Social Security. Donc, vous devez passer par toutes ces étapes avant d'être en mesure de pouvoir vous acheter une maison, même si vous avez votre tâche déjà en main. Donc, du point de vue des banques, parce que je sais que Gladys voulait connaître sur les intérêts, du point de vue des intérêts ou bien du loan, le loan en soi, il n'y a rien qui est différent que des gens qui habitent ici aux États-Unis. Vous aurez vous tous les mêmes conditions. Donc la seule chose qui est différente peut-être pour un étudiant international, c'est le fait que vous devez d'abord avoir un visa qui va montrer que vous serez ici, habiter ici aux États-Unis, et puis vous devez appliquer pour avoir un Social Security. Si vous avez votre argent, ou bien que les parents vous envoient l'argent de l'Afrique, ou bien si vous pouvez prouver que vous avez une source d'income, là, vous avez accès au même loan, au même taux d'intérêt que même les résidents d'ici ou bien les Américains. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas dans la procédure, vraiment, il n'y a pas de différence. Et c'est la même chose aussi pour Maman Tété. Maman Tété, si elle habitait en Afrique, elle est résidente d'un pays africain, elle vient aux États-Unis, elle aura besoin de la même chose. Elle aura besoin d'un visa qui va montrer qu'elle va rester ici aux États-Unis. Et elle aura besoin d'un Social Security pour qu'elle puisse être identifiée comme américaine. Mais ici, maintenant, ça nous emmène maintenant dans le vrai sujet d'aujourd'hui. Parce que le sujet d'aujourd'hui était qu'on parlait de diversify. J'avais posé la question de dire que si vous partez partout dans les grands forums de l'entrepreneuriat ici aux États-Unis, vous allez parler aux doyens et tout ça, eux, ils vont vous dire qu'il est important pour un entrepreneur de pouvoir diversifier son investissement. Mais quand vous êtes en train d'entendre parler de diversifier votre investissement, les gens croient seulement que vous devez mettre vos investissements dans différentes activités. C'est-à-dire que si je me lance dans le real estate, je dois aussi diversify et me lancer par exemple dans la pêche. Je dois aussi diversify, je dois me lancer dans l'alimentation. Mais ce n'est pas toujours comme ça qu'on vous dit de diversify. Diversify, au fait, vous êtes en train de faire ça pour la raison principale pourquoi on vous dit de diversify, ou bien l'une des raisons principales, c'est pour diminuer le risque. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez toujours chercher comment vous devez faire pour diminuer votre risque. Parce que le risque, c'est ça qui va détruire votre entreprise. Donc, quand vous êtes en train de penser en termes de réduction de risque,
C'est là maintenant que vous devez commencer maintenant à penser à diversify. Et ici, comme je disais, que ce n'est pas seulement que vous devez partir dans différentes activités. Vous devez regarder aussi ce qui est plus avantageux pour vous en tant qu'entrepreneur. Et ici, maintenant, c'est là que j'entre maintenant dans les communautés africaines. Parce que les communautés africaines, ce que vous pouvez faire maintenant en termes de diversify, c'est les locations. Vous avez cette opportunité. Je ne dis pas que tous les gens qui sont africains ici aux États-Unis doivent partir au Congo et commencer à investir. Et je ne dis pas que tous les gens qui sont au Congo doivent venir aux États-Unis pour commencer à investir. Ici, je dis maintenant que si vous êtes un entrepreneur et que vous avez cette possibilité de diversify, vous devez le faire. Si vous n'avez pas cette possibilité de le faire, ne le faites pas. Mais ce que vous allez remarquer, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens ici aux États-Unis et il y a beaucoup de gens qui sont en Afrique qui ont cette possibilité de diversify, mais ils ne diversifient pas leurs investissements. Et le fait qu'ils ne le font pas, c'est ça maintenant qui est en train de bloquer le développement de l'Afrique. Surtout dans les pays francophones, vous allez voir que les gens ne font pas de partenariat. Parce qu'ici, j'étais en train de vous dire que le Social Security, c'est de ça que vous avez besoin pour être identifié aux États-Unis. Mais ici, ça c'est si vous êtes en train de venir aux États-Unis en tant que personne. Si vous venez aux États-Unis en tant qu'entreprise, vous n'avez pas besoin d'un Social Security. Ici aux États-Unis, les entreprises, pour être identifiées, leur Social Security, c'est ce qu'on appelle le EIN number. Et le EIN number, c'est tous les Africains qui habitent ici aux États-Unis qui sont dans l'entrepreneuriat. Ils ont dû créer de EIN number pour commencer à identifier leurs entreprises. Vous, maintenant, vous êtes un entrepreneur qui est en Afrique. Vous avez aussi vos papiers de ce que vous avez fait. Si vous êtes, je ne parle pas des gens qui sont dans l'informel, pas vraiment à ceux qui sont dans l'informel, mais je dis que ceux qui sont formels en Afrique. Vous avez des numéros d'identification, vous avez des comptes bancaires. Si vous vous mettez dans une sorte de partenariat avec les entrepreneurs, vos frères qui sont aux États-Unis, ça vous donne directement accès au marché américain. Ce qui est bizarre est que les Africains ne font pas ça. Les autres expatriés le font. Quand vous allez par exemple en République démocratique du Congo, vous voyez les Indiens, il y a les Libanais et tout ça. Ils font la même chose que toutes les autres personnes qui sont ici à la diaspora font. Vous partez auprès des banques, vous les demandez de l'argent, vous partez en Afrique et vous commencez à construire, vous revenez ici, vous payez vos prêts. Parce qu'ici, les prêts ont des meilleurs deals. Ils ont accès à à une grande ligne de crédit. Ils ont accès à des bons taux d'intérêt. Et ils viennent ici, ils prennent des crédits et partent en Afrique et ils commencent à mettre leur argent. Et ils sont dans le sérieux. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de les rapporter de l'argent. Mais vous allez voir que les Africains, que ce soit ici dans la diaspora et que ce soit en Afrique, on est complètement, c'est comme si on vit dans deux mondes qui sont différents. Vous allez voir des gens qui sont en Afrique qui ont assez d'argent pour vous. D'abord, si vous êtes en Afrique et que vous avez quelque chose comme 1 million, 2 millions, 5 millions de dollars dans votre compte bancaire. Et ici même, je ne parle même pas des riches. Parce que les riches, ils trouvent toujours un moyen pour venir aux États-Unis et faire toutes ces histoires. Je parle même aux Africains qui sont dans les middle class. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui cherchent comment avoir des visas pour venir ici aux États-Unis. Ils ont leur argent, mais chaque fois qu'ils viennent faire des demandes pour venir aux États-Unis, on les empêche, on les dit que non, ils ne peuvent pas venir, malgré leur argent. C'est que moi, je vais dire à tous ces Africains, et achetez des histoires aux États-Unis. Achetez des maisons aux États-Unis, vous aurez des visas facilement. Mais maintenant, vous allez vous poser la question, comment acheter ces maisons aux États-Unis? Et c'est ici que je suis en train de vous dire que vous devez maintenant commencer à penser en termes d'entreprise, en termes d'entrepreneuriat. C'est ce que les Ghanéens font, c'est ce que les Nigériens font, c'est ce que les autres Africains qui ne sont pas vraiment dans les pays francophones sont en train de faire. Vous avez des frères qui ont accès à ces crédits à l'étranger. Eux, ils ont des compagnies. Vous faites des partenariats. Vous ouvrez vos compagnies en Afrique. Vous faites des partenariats avec eux. Vous achetez des histoires aux États-Unis. Et quand vous allez dans les ambassades pour demander des visas, vous les montrez les papiers que vous avez investis aux États-Unis et vous montrez les papiers des entreprises.
Et si vous ne présentez pas des papiers personnels et tout ça, vous montrez des comptes des entreprises. Et c'est là qu'eux aussi vont vérifier, ils vont voir que oui, cette personne, au fait, ils vont mieux vous respecter parce qu'ils savent que vous avez investi, vous avez fait des deals avec une compagnie à l'étranger qui est aux États-Unis et que vous avez pu acheter quelque chose aux États-Unis. Donc, si vous avez de l'argent, mais vous avez quand même ce souci d'entrer aux États-Unis ou bien dans le marché américain, mais vous n'arrivez pas à le faire, la façon la plus facile pour vous de le faire, c'est de vous lancer dans un partenariat avec un Africain qui est aux États-Unis. Mais beaucoup d'Africains peut-être vont se dire, pourquoi je dois me lancer dans l'immobilier aux États-Unis? Parce que si on regarde aussi la situation dans l'immobilier est quand même mieux en termes de cash flow, l'argent que vous aurez chaque mois. C'est mieux d'être un bailleur en Afrique, en République démocratique du Congo, que d'être un bailleur ici aux États-Unis. Ici, les bailleurs n'ont pas beaucoup de cash flow. Si par exemple, disons que, parce que c'est qu'on vous dit ici en termes de principe, de rule, quand vous êtes dans l'immobilier, ils disent quelque chose comme chaque porte, ça veut dire chaque locataire que vous aurez, après avoir payé toutes vos dépenses, vous devez faire quelque chose comme un profit de 200 dollars. C'est-à-dire que si vous avez peut-être 4 maisons, vous devez être en mesure de faire 200 dollars, 200 dollars, 200 dollars dans chaque maison après avoir payé toutes vos profits. C'est-à-dire que vous avez payé toutes vos dépenses et tout. Ça, c'est quelque chose que les entrepreneurs ou bien les gens, les bailleurs en Afrique font facilement. Parce qu'en Afrique, ils peuvent mettre n'importe quel prix et les gens vont payer. Il y a beaucoup de taxes que ces gens ne payent pas. En République démocratique du Congo, je crois qu'il y a des taxes sur l'immobilier, tout ça. Il y a des taxes que le locataire est supposé payer directement à l'État, mais il ne le fait pas parce qu'il doit retirer l'argent dans son loyer. C'est-à-dire que 20% en Afrique, là, en République démocratique du Congo, 20% de ce que vous êtes en train de payer à votre bailleur, normalement, ne doit pas partir chez le bailleur, ça doit partir chez l'État. Mais l'État n'arrive pas à récupérer cet argent. Et aux États-Unis, c'est quelque chose qui ne va pas... Vous n'avez pas des avantages comme ça. Donc, en termes d'investissement, les bailleurs qui sont en Afrique, en République démocratique du Congo, ils se font vraiment plus d'argent que les bailleurs qui sont ici aux États-Unis. Bon, ça, c'est quand vous êtes en train de parler en termes de cash flow. Quand vous êtes en train maintenant de parler en termes de appreciation et vous êtes en train de parler en termes de tax benefits, vous êtes en train de regarder maintenant la richesse que les gens sont en train de créer aux États-Unis. C'est là maintenant que vous allez voir qu'il n'y a pas de comparaison. Et c'est de ça que j'étais en train de parler dans l'épisode avec Maman Tété. Je ne disais pas que Maman Tété sera mieux que quelqu'un qui est en Afrique maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités en Afrique qui est vraiment... L'Afrique est bien pour le cash flow. C'est vraiment cash flow focus. Une fois que le cash flow n'est plus là, vous perdez maintenant tous les bénéfices. Ici aux États-Unis, l'investissement est un peu différent. Le cash flow sera un peu mild, ça veut dire que vous aurez un peu d'argent de bénéfices. Mais derrière le cash flow, il y a beaucoup des histoires que vous pouvez faire en termes de financement avec les banques, avec l'État en termes de taxes, qui va vous permettre maintenant de grandir cet argent. Et c'est un peu ça le challenge quand vous êtes en train de parler aux investisseurs africains. Quand je vous dis ici, il y a des gens qui ont de l'argent en Afrique, pourquoi vous voudrez venir aux États-Unis pour investir? Si je pars aujourd'hui en Afrique et je dis à un investisseur africain, viens au States ici investir dans l'immobilier, la première chose qu'il va me parler, il va me parler de ce que je vous ai dit ici, il va me parler du cash flow. Il va dire, vous ne faites pas assez d'argent ici, nous ici on a des règles qu'on ne respecte pas, on se fait beaucoup d'argent. Mais en termes maintenant, c'est pour ça que c'est difficile, comme je disais, pour les convaincre. Parce que moi maintenant, je dois l'expliquer maintenant des histoires sur l'appreciation, que ta property value va augmenter, la valeur de ta propriété va augmenter. Une fois que ça augmente, tu peux retirer cet argent, tu peux faire quelque chose d'autre avec cet argent. Quand tu as plusieurs properties, ça augmente aussi ton standing auprès des banques. Plus tu as un grand standing auprès des banques, tu peux te taper une grande ligne de crédit. Tu as cette ligne de crédit, tu peux la ramener en Afrique. Donc, et puis, c'est un above tout, au-dessus de tout, c'est un investissement dans un pays qui est stable. Ici, j'étais en train de vous parler au début du risque. Le risque est que quand tu es en train de te lancer dans l'immobilier en Afrique, la plupart des gens qui ont de l'argent, s'ils meurent, l'entreprise tombe.
L'argent commence à être distribué par les familles. Donc ça, c'était un risque. Si vous êtes en train de penser, vous êtes un Africain et vous avez des enfants et tout ça, ils sont en train de penser à ce qu'on appelle generational wealth, la fortune qui va rester pendant plus d'une génération. Ça, c'est quelque chose de difficile vraiment à faire en Afrique. Parce qu'une fois que papa est parti, la fortune commence à diminuer. Les familles commencent à prendre l'argent. Les gens commencent à être divisés. Donc ce risque-là, c'est quelque chose qui est réel, même si aujourd'hui en Afrique, tu te fais beaucoup d'argent. Donc en termes de diversify, c'est mieux pour toi de faire des investissements en Afrique et essayer aussi d'entrer dans d'autres marchés qui sont un peu plus stables. Tu mets peut-être 90%, comme tu es déjà au Congo, tu mets 90% et tu mets peut-être 10% aux États-Unis. Vous allez voir que même dans une situation comme ça, si cette personne n'est plus, vous allez voir que 90% de sa richesse en Afrique va disparaître. Mais la richesse des 10% que tu avais mis aux États-Unis, c'est ça qui va commencer à grandir, 10, 20, 30, malgré que même la personne qui avait commencé l'entreprise n'était pas là. Donc tes enfants vont bénéficier de tout ça. Il y a des papiers, tout est suivi. Donc cette stabilité, en tant qu'entrepreneur africain, vous devez vouloir ça aussi pour vous-même. Et non seulement ça, et que quand vous êtes en train d'investir dans d'autres pays comme ça, vous êtes en train aussi d'augmenter l'influence de l'Afrique dans ces pays. La raison pour laquelle les Ghanéens, la raison pour laquelle les Nigériens sont influents aux États-Unis, c'est parce qu'ils ont investi aux États-Unis. Les Africains des francophones n'investissent pas aux États-Unis. Vous n'avez pas de lobby, vous n'avez pas de voix. Plus vous êtes en train d'investir aux États-Unis, plus vous allez commencer à grandir ces voix. Mais le grand problème ici est un problème de confiance. Comme je vous le disais au début, il n'y a pas beaucoup d'Africains, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs congolais qui vont se dire que je veux contacter, j'ai mon entreprise au Congo, on fait un bon boulot, je veux contacter ce frère ou bien cette sœur qui est aux États-Unis, on va essayer de créer quelque chose ensemble, comme ça va nous donner accès au marché américain. On va mettre les comptes et je vais montrer tout ce que j'ai. Je serai très transparente dans mes dépenses ou bien dans l'argent que j'ai et on va faire une compagnie ensemble. La transparence, c'est ce qui n'est pas africain. Que vous soyez de la même famille, que vous soyez du même pays, les Africains ne veulent pas être transparents. Et c'est ça qui nous bloque, ça bloque tout notre développement. Parce que notre diaspora qui est aux États-Unis sera aussi de la même façon. Ils ne veulent pas contacter ceux qui sont au pays. Et vous allez être toujours dans une situation de division. Mais quand vous avez la transparence, c'est là maintenant que vous avez accès maintenant à tous ces banques à l'international. Et tout ce que vous avez besoin à faire, c'est être un partenaire avec quelqu'un qui a une compagnie ici aux États-Unis. Par exemple, moi, j'ai ma compagnie et je suis ici aux États-Unis. La seule chose qui m'empêche de m'acheter, par exemple, 10 maisons comme ça, c'est l'argent. Ici aux États-Unis, on gagne notre argent un peu difficilement par rapport aux gens qui sont la classe moyenne de l'Afrique, où les gens vous achètent des maisons de 500 000, 400 000 cash. Quand vous avez des montants de cash comme ça et que vous ne faites rien, vous laissez ça dans vos banques africaines, ça ne va pas vous créer des richesses. Cet argent, c'est du risque que vous êtes en train de faire. Si vous prenez cet argent, vous mettez ça dans des activités aux États-Unis, vous donnez ça à quelqu'un qui peut prendre cet argent et investir ça pour vous. Vous aussi, vous êtes là avec les avocats, vous signez des papiers, vous êtes dans un partenariat. Cet argent, maintenant, va commencer à travailler pour vous. Ça sera mieux sécure, ça va faciliter vos familles à partir à l'étranger parce que vous êtes maintenant des investisseurs. Ça grandit votre influence en tant qu'Africain et vous pouvez avoir des prêts là-bas que vous pouvez ramener encore. Donc vous aurez accès à ces mêmes loans-là de 2% que les expatriés ont accès à la diaspora. Donc ça c'est quelque chose que les Africains doivent faire. Commencez à avoir confiance à vos autres frères africains. Commencez à travailler avec les autres Africains pour commencer à grandir maintenant votre influence, non seulement dans le continent africain, mais ici aussi aux États-Unis. C'est là que vous allez voir que beaucoup de causes africaines vont commencer, surtout les causes de la République démocratique du Congo, vous allez voir que votre lobby ici aux États-Unis sera plus fort et les choses vont commencer à aller de l'avant. Si seulement vous acceptez d'être plus transparent dans vos finances, vous acceptez d'ouvrir la porte
aux autres Africains qui sont dans la diaspora, aux autres Congolais de la diaspora. Vous acceptez de travailler ensemble, faites des deals ensemble, et c'est là que vous aurez ces opportunités. Donc ça, c'est ce que je voulais dire dans l'émission d'aujourd'hui. C'était un sujet qui est vraiment très important, et je pense vraiment que tant que les Africains, on n'a pas cette mentalité-là de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir investir ensemble, ça sera vraiment très difficile pour nous de développer le continent.